Hermès, oui, on aimerait bien pouvoir se placer sur Hermès. Il y a un problème de valorisation, alors il y a un problème de liquidité aussi sur Hermès. Ceux qui en ont en portefeuille, bravo, quoi, gardez-les. Est-ce qu'il y a une limite à laquelle on peut intervenir en cas de baisse sur Hermès? Parce que on a quand même des séances de baisse sur Hermès. Bien sûr, mais moi je trouve ça très compliqué de donner une limite sur cette valeur. Non, je ne peux pas donner comme ça à brûle pour point une limite pour racheter cette valeur. Mais c'est vrai que c'est une très belle chose. Monsieur, on va passer aux questions. Je voudrais juste passer la parole à Emmanuel sur l'or, parce qu'il connaît très bien l'or. Je vous rappelle que dans le portefeuille, on a Air Liquide, on a Apple, on a AXA, BNP Paribas, BMW, Capgemini. On a un fonds Carmignac émergent qui marche très bien, Christian d'Or, Danone. Essilor, Gold Bullion, le fameux Billion, là, le tracker sur l'or, on va parler 2 minutes avec Emmanuel. On a L'Oréal, Pernod Ricard, PPR, Richemont, Royal Dutch, Saint-Gobain, Schlumberger et Schneider qu'on a rentré récemment. Je voudrais juste te demander, Emmanuel, de nous dire 2 mots sur le marché de l'or. On est autour de 1700 $ l'once. On a beaucoup monté. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'or dans l'optique d'une gestion de portefeuille? Justement, chez nous, si vous prenez l'historique de l'or, grosso modo, depuis le pic des années 80 jusqu'en 2001, l'or a connu une espèce de grand hiver. Où la baisse était quasi continue. On est tombé jusqu'à 256 $ l'once en 2020, c'était le point bas. Et ensuite, grosso modo, tous les ans, si vous prenez les cours de Londres, c'est un des rares actifs qui affiche tous les ans une progression, parfois quelques dollars, parfois quelques centaines, mais en fait, depuis 12 ans, le produit monte mais constamment. Il est au plus haut historique en euros. Oui, c'est ça. Oui, ça, mais on verra là-dessus, mais sur la fin. Et en fait, grosso modo, donc l'or a commencé à monter à partir de mai 2001, mais c'est à partir de 2004-2005 qu'il a en fait retrouvé son statut d'investissement. Il est en fait complètement perdu, puisqu'en fait, il se déplaçait constamment, précédemment. En fait, à ce propos-là, nous avons un tracker sur or dans mes portefeuilles, le Eagle Bullion de Securities, qui en fait, qui est un fonds, chaque part, un dixième d'once d'un stock d'or qui est déposé dans une banque quelque part à Londres. Et ces produits-là, en fait, le premier a été créé en novembre 2004, donc en fait, c'est un produit jeune qui en fait que les 8 ans pour l'instant. Et on constate, ce qui consacre le retour de l'or comme investissement, c'est justement l'encours atteint par ces produits qui ont été créés il y a 8 ans seulement. En date d'hier, ils donnaient 2600 tonnes de métal. Ça représente... Physiquement dans les coffres. Oui, c'est ça. Du moins, c'est la contrepartie. Après, il y a des là, mais ce sont des produits où il y avait zéro derrière en BS 2004. Maintenant, on est à 2600 tonnes. C'est pratiquement autant que le stock d'or du Fonds monétaire international, qui est le 3e mondial. En fait. Ça, on met 8 ans de temps, sachant qu'en plus, ça n'est pas de la manière de se jouer sur l'or. Les gens ont besoin d'acheter des lingots, ça reste ça le surmajoritaire. Et les lingots, bien sûr, on n'a pas de trace, on ne sait pas trop où est-ce que ça passe. Par contre, les ETF, on peut suivre l'or en cours et voir que depuis le mois d'août, c'est quasiment une masse qui augmente tous les jours, l'une sur l'autre. Donc, grosso modo, alors nous, on a choisi à l'aide de de faire revenir des gens sur l'or à partir de 2008, je crois. On a fait rentrer un moment où l'on devait traiter dans les 700 $. Et donc, l'or fait partie de notre portefeuille de référence, à hauteur de 5 ou 6%. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment parler de mes placements? Pour nous, l'or, c'est un petit peu différent. L'or, en fait, ça ne produit rien, ça ne produit aucun rendement, ça ne détache aucun coupon, ça ne fait que valoir, sans qu'il y ait de risque de contrepartie. Vous êtes sûr que votre lingot d'or vaut quelque chose. Quoi? Ça peut varier, mais on ne pourra jamais avoir de doute sur la valeur d'un lingot d'or comme on peut en avoir sur celle d'une obligation, par exemple. Et grosso modo, pour nous, en fait, l'or joue un rôle non pas de placement, puisqu'il n'apporte rien, mais plus d'assurance de portefeuille, en fait. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on achète et qu'on oublie. On l'achète, on met dans un coin, ça prend grosso modo tout le temps.
enfin, plus ou moins dans l'ensemble, surtout d'ailleurs si vous avez bien regardé actuellement, si on est relativement loin des plus hauts en $, qui sont vers $1100 et qui datent de septembre 2011, on est par contre tout proche des plus hauts historiques maintenant en euros. Ce qui nous intéresse, puisque nous on investit sur l'or en euros, on ne travaille pas en dollars. C'est aussi la preuve que c'est un métal qui réagit aux problèmes souverains, aux déficits budgétaires, aux déficits incontrôlables. Ça malheureusement c'est une thématique qui est partie pour durer et qui rend en fait relativement confiance sur le métal. Nous, on conseille, enfin, comme d'ailleurs beaucoup de gestions, on conseille de ne pas dépasser une modération de 10% du portefeuille. Au-delà, ça devient franchement spéculatif. Mais on pense que jusqu'à un encours de 10%, c'est un match là, c'est stabilisant, c'est sécurisant aussi. C'est un instrument qui va bien et qui est assez tranquille. Et pour finir, parce que on est plus intéressé au métal, aux mines d'or elles-mêmes. Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'enfin, ceux qui font de la bourse depuis assez longtemps se souviennent, il y a 30 ou 40 ans, des nombreuses mines sud-africaines qui étaient avec Paris. Maintenant, elles ont toutes disparu. Et l'idée de l'investissement, il y a 30 ans, c'était de jouer l'effet de levier que procure la hausse de l'or sur le résultat des mines d'or. Ça, en fait, ça marche plus. Depuis mes 7 ou 8 ans, le métal se comporte mieux que les mines pour une raison relativement simple, c'est qu'en fait les coûts de production des mines augmentent tant et si bien que la rentabilité des mines d'or, elle reste en gamme. Enfin, elle augmente, mais à peu près 2 fois moins que le cours du métal. Donc c'est ce qui nous aide privilégier davantage le métal que les sociétés qui le produisent. Et donc, merci, tu as fait très court, c'est un bel effort. Donc on reste toujours sur le métal, je pense que c'est encore trop tôt de jouer, d'ailleurs l'effet de levier, tu n'y crois plus apparemment. En fait, c'est surtout que ça ne marche plus. Je comprends, mais ça fait 7-8 ans que ça ne fonctionne plus. Voilà, ben, écoutez, on va tout de suite passer aux questions, on y va. Monsieur Gentilhomme, je crois que vous pourriez parler des certificats or, qui sont l'intermédiaire entre la mine, qui est les inconvénients que vous venez de dire, et les lingots d'or, qui ont l'inconvénient d'être bien lourds dans la poche. Arpagon le pensait aussi. Je voulais poser une question simple. Pourquoi les journalistes qui viennent faire des tribunes ne parlent-ils jamais des foncières? Ça semble les gêner. Peut-être qu'ils n'y trouvent pas leur gagne-pain, peut-être qu'on peut se passer d'eux si on a des foncières. Il y aura une raison que je ne comprends pas, je ne devine que seulement. Pourquoi? Parce que c'est une bonne partie quand même de la bourse, il y a un département entier d'une trentaine de foncières, il y a des choix à faire, il y a donc des conseils à donner. C'est curieux ce silence. J'ajouterais que dans la période de l'impôt où nous sommes, c'est encore les foncières qui rapportent entre 5 et 10%, sans trop de risques. Il y a de l'immobilier derrière, et s'il est occupé, comme généralement c'est le cas, à 95%, il n'y a pas vraiment de risque. C'est la seule défense qui nous reste, compte tenu de ce qu'il en est. Sinon, avoir un PEA, bien entendu, mais quand il est à 132 000 au plafond, n'en parlons plus. L'assurance vie, c'est pour les héritiers. Donc finalement, c'est la bourse qui reste le seul moyen. Et dans la bourse, c'est peut-être en effet les foncières, par leur rendement, qui justifie une bonne défense. Alors, monsieur, je vais demander à Emmanuel de répondre sur l'or et puis sur les foncières. Une seconde, j'ai fait le calcul avec L'Oréal, avec le VMH, avec Essilor, enfin, les têtes que vous connaissez. C'est pas possible. Quand on a payé l'impôt sur le revenu en marginale haute, avec les contributions sociales, il reste un quart d'euros. Un quart d'euro, c'est insuffisant pour payer un ISF quelconque, dont la moyenne tourne autour de 1%. Par conséquent, il faut prendre sur sa retraite pour garder ses valeurs. Et bien entendu, le rentier qui va faire une conservation de L'Oréal va se ruiner petit à petit parce qu'il n'y a rien pour compenser les 2,2% d'inflation.
il va donc perdre, il va donc s'appauvrir en pouvoir d'achat tous les ans. Et il va s'en rendre compte quand il sera déjà bien pauvre. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, si vous partez sur la fiscalité, je peux vous dire que c'est... on est... moi, qui vous promettrait de ne jamais donner de dividendes, sûrement pas. Donc c'est bien le nerf de la guerre. Absolument. C'est vrai que l'imposition actuelle des plus-values et des dividendes, plus l'ISF, est proche probablement d'une certaine spoliation, on peut le dire. Et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ce système fiscal, la forte alourdissement de la fiscalité sur les actions, on peut, j'espère, qu'elle va s'arranger dans 1 an, dans 2 ans, nous dit-on, parce que si ça ne s'arrange pas, on n'aura pas d'amélioration de l'emploi ni de production de richesse, parce que bien évidemment, sans arrivée de capital frais sur les entreprises, on sera totalement incapable de créer la moindre richesse et le moindre emploi. Alors, 2 mots donc sur le certificat or qui remplace effectivement à la fois les mines d'un côté et le métal physique même. Alors en fait, sur la chose en or, ce qui reste relativement important, c'est que la distance qui vous sépare de l'or physique soit la plus faible. Parce que l'idée générale, le problème des produits dérivés, dont on ne sait pas trop où est en fait la contrepartie, c'est que nous qui voyons l'or comme une assurance, contre tous les risques, y compris les pires, si le pire des risques se matérialise, avec un produit dérivé, vous n'êtes pas sûr de la contrepartie. Donc, c'est pour ça que parmi les produits cotés en bourse, on préfère les ETF parce qu'il y a quelque part, même si on ne sait pas trop où, une contrepartie en est l'état. Derrière un certificat, ça marche sur les produits dérivés, ce qui fait que nous, c'est ça, parce que nous, grosso modo, quand on conseille d'investir sur l'or, on dit d'abord prenez les pièces et ménagos, c'est pas très pratique, il faut les bloquer dans vos chaussettes, les coffres de banque pour une assurance limitée, c'est assez compliqué, mais l'argument de l'or, on le laisse à la fois. Un point sur les foncières, on a quelques foncières en portefeuille, et on se demande justement si les vraies valeurs défensives aujourd'hui, ce ne seraient pas les foncières. Ce sont en fait les seuls qui soient capables de servir un environnement relativement constant. C'est les seuls qui sont en fait capables d'augmenter leur dividende. C'est à ça que l'on reconnaît une vraie défensive. Et toutes les autres valeurs considérées comme défensives ne le sont plus en fait aujourd'hui. Elles sont incapables de faire part de leurs bénéfices et leurs dividendes sont menacés. Nous, on aime bien foncière des régions, qui est une valeur qui est très bien gérée, et on joue aussi, mais c'est plus mitigé actuellement sur ANF, qui est la foncière filiale de Euraseo. L'histoire est assez intéressante, mais elle a un parcours moins tranquille que foncière des régions, qui est une boîte qui est vraiment très bien gérée. Quel rendement sur ces 2 valeurs? De tête, on doit être entre... ANF, c'est compliqué parce que le périmètre va bouger. Foncière des régions, on doit être... Ça, c'est un problème, on doit être vers 6 de tête. On est à 7. On est à 7 et pour ANF, on est à 4 parce qu'il y a du logement et c'est pas du tout pareil. Oui, écoutez, on va vous embaucher pour faire la rubrique. Hein. Maintenant, attention, ça fait 1 an que les foncières SIC ne sont plus éligibles au MIPEA. Donc fiscalement, ça n'est pas l'autre du tout et c'est ça qui nous gêne. En fait, c'est une partie du rendement qui est choquant. C'est le... Alors conservez-les à votre PEA si vous les avez déjà. Bien sûr. Absolument, on peut faire si vous l'avez acheté avant le 21 septembre 2011, oui, tout à fait. Monsieur? Bonjour. Question très générale, mais c'est pour être sûr d'avoir compris ce que vous avez dit. Vous avez dit au départ, nous sortons de 10 années difficiles sur le marché des actions. Votre propre phrase. Est-ce que cela veut dire qu'on sort de 10 années difficiles pour entrer dans la 11e? Ou est-ce que ça veut dire qu'on sort effectivement des années difficiles sur le marché des actions? Je vous remercie. Alors, ça veut dire que j'en sais rien du tout. Et si on voulait... On n'est pas un journal, on est une lettre. C'est très important. On n'est pas là pour faire du spectaculaire, on n'est pas là pour dire le CAC à 5000, à 4000. Non. On est sur un marché difficile et on le sait. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que, eh bien, on a quand même un marché américain qui se porte très très bien. C'est quand même le marché directeur au niveau mondial. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui apporte la liquidité.
l'activité et on peut espérer qu'il se redresse d'ailleurs depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en dépit de l'incertitude qu'on a sur la fiscalité, et on le voit remonter à la hausse. Donc, en Europe, vous connaissez les problèmes, on a quand même des affaires du CAC 40 qui sont extrêmement internationalisées. Donc, le marché n'est pas très cher, l'économie repart dans le monde, en Europe c'est un peu la catastrophe, ça va un peu mieux ailleurs. Grosso modo, il n'y a pas de raison de paniquer, il n'y a pas non plus de raison de sauter au plafond et d'imaginer le marché des actions qui va monter de 20-30% dans les mois ou les années à venir. Nous, ce qu'on fait, et on le montre toutes les semaines avec le portefeuille, c'est essayer de sélectionner dans une optique de long terme des valeurs qui vont nous permettre de protéger et de faire progresser le capital. On n'est pas noir sur le marché, on a des réunions, on se réunit justement pour parler du marché à plusieurs, tous les trois, et souvent en comité plus élargi, 3 fois par semaine. Chaque fois on parle du marché, on n'est pas noir, mais on ne saute pas non plus au plafond, ceci dit. La bourse c'est toujours l'inconnu et nous notre job c'est d'arbitrer, c'est d'acheter et de vendre, de trouver des idées qui vont bien au moment actuel. Moi je voudrais bien nuancer l'histoire des années boursières difficiles parce que sur cette décennie il y a quand même eu des très belles phases en bourse. Hein. Après effectivement c'est de l'arbitrage, il faut savoir se placer au bon moment et sortir avant que... et ça je pense... c'est ça qui est difficile à appréhender pour les investisseurs, mais pour nous aussi, c'est que ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. Alors, on a connu 20 années de bourse, enfin 20 années de croissance très régulière en bourse, avant qu'il y ait un pic énorme au début des années 2000. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on va répéter ça, les cycles sont beaucoup plus marqués et beaucoup plus rapides. Donc il faut faire quand même preuve de beaucoup plus de réactivité qu'auparavant. Oui. Alors attendez, oui, alors monsieur, puis ensuite madame. Et puis il faut que je m'exprime un peu de la partie droite de l'auditoire, pas de raison de faire parler que ceux qui sont à gauche, enfin à gauche de mon côté et à droite de l'autre. En fait, j'ai 2 questions relatives à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez été très optimiste sur le marché américain, mais n'avez-vous pas peur que la dette colossale finisse par éclater comme une bulle? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous avez élucidé très rapidement les matières premières, et j'aurais bien aimé que vous disiez quand même un petit mot sur notamment des valeurs minières comme Eramet ou Cliffs. Voilà. Merci. Ça tombe bien, Eramet, je passerai la parole à Emmanuel parce qu'on est dessus. Très optimiste, on a un marché américain qui se tient bien, on a des gens qui fonctionnent normalement avec la bourse, qui taxent pas ceux qui vont en bourse, on a des gens qui ont envie d'entreprendre, qui créent des entreprises, on a une économie qui se redresse, donc on a un marché qui n'est pas très cher, New York ça se paye autour de 12 fois les bénéfices sur les valeurs du S&P 500, donc on n'est pas très optimiste, mais il n'y a pas de raison d'être noir sur le marché, on est toujours inquiet, il y a la dette qui est très importante, c'est un sujet qui est tellement énorme, tellement cataclysmique, qu'il pourrait nous interdire d'investir en bourse parce que les dangers sont énormes. En réalité, eh bien, l'économie américaine est une économie qui avance, qui crée de la richesse. Et ça, c'est un signal qui ne trompe pas. On est proche des plus hauts sur les indices américains. Ça veut dire qu'on a des gens qui mettent de l'argent dessus, en connaissant très très bien les difficultés de la dette qui est présente. Effectivement, c'est un gros problème. À ce moment-là, il ne faut plus acheter d'action du tout. Alors, c'est pas 10%, c'est 100% d'or. Votre autre question, c'est sur Eramet, sur les minières. Je vais passer la parole à Emmanuel. Justement, les minières, c'est assez intéressant parce que c'est un secteur que l'on regardait cette semaine et sur lequel je pense qu'on va revenir la semaine prochaine. Parce qu'on s'est dit, on s'est aussi bref depuis le début de l'année, on a fait un petit screening sur l'évolution des bénéfices. On voit qu'entre janvier et maintenant, les prévisions de bénéfices pour les minières ont été quasiment divisées par 2. Enfin, dans l'ensemble, c'est extrêmement violent. Le secteur qui a le plus souffert. Oui, en termes de. L'estimation de bénéfices. En cours aussi d'ailleurs. Le estimé, oui. Et justement, on se demandait si c'était pas d'une manière générale le moment de revenir sur les grands acteurs.
Alors, Eramet, c'est intéressant, mais c'est une société un petit peu compliquée. Grosso modo, c'est un acteur minier de classe mondiale sur manganèse et sur le nickel. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, elle a un capital de PME familiale coincé avec des intérêts de l'État dedans. Donc, grosso modo, en fait, si vous regardez bien, c'est une société qui aurait tout à fait, dont il serait justifié qu'elle soit traitée comme des grands acteurs, comme BHP Billiton, Rio Tinto, Antofagasta, mais elle n'est pas pour un problème de liquidité et de visibilité politique. L'État est dedans, les familles du Val sont dedans, et Flottant est trop petit. Nous, on est bien ces sociétés, pas tant d'un point de vue fondamental que d'un point de vue trading. Ce sont ces sociétés qui font, ce sont des actes qui font du travail d'accélération. Je viens de dire qu'on ne faisait pas de trading, alors on contredit là. On a une rubrique de gestion dynamique quand même. Voilà, on a une rubrique de gestion dynamique et on a fait acheter un mec dans ce cadre. Oui, 2 fois et ça marche assez bien. On n'a pas su la saisir de la troisième, mais ça marche assez bien. Mais en fondamental, prudence quand même. D'autres questions, madame? Allez-y, on va vous passer un micro. On va d'abord passer la parole à madame, parce que, et puis monsieur après, voilà. Je m'intéresse à 4 titres. Le groupe Guilin, le groupe Steria, Imeris et Fevlé. Alors, on va vous répondre, mais on vous a dit qu'on ne suit pas toutes les valeurs de la cote. Encore une fois, on n'est pas un journal, on ne va pas vous raconter des histoires sur des valeurs. Les valeurs qu'on suit, on les connaît. Qu'est-ce qu'on a en portefeuille là-dedans? On a Steria, je pense. Oui. On a Steria, c'est une très bonne boîte. Et puis en plus, là, nous, on a commencé à se replacer clairement sur les technos il y a déjà quelques mois. C'est normalement des sociétés qui sont assez cycliques, qui fonctionnent quand même avec les commandes que leur passent leurs gros clients. Donc en général, quand il y a une baisse d'activité générale, elle souffre. Mais bon, ce qui est bien avec la crise de 2007, c'est que la plupart des sociétés sont bien restructurées et ont bien compris comment ça fonctionnait. Donc du coup, elles résistent beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, c'est une société qu'on a en portefeuille et qu'on garde. Après, sur les autres sociétés... Imeris. Sur Imeris, oui, on l'a aussi, je crois. Non, on la guette en fait. Imeris est une belle société. Là, je crois que vendredi, elle a terminé à 45-30. Nous, on serait plus acheteur compte tenu de les adultes vers 40-42. Pas trop de là, parce qu'on a, vu dans les actuels, on pense qu'il est. Par contre, c'est une très belle société. Et Fevlé. C'est le ferroviaire, je ne connais pas le cycle ferroviaire parce qu'on a... Et le groupe Guilin. Non, alors ça, on ne la suit pas du tout, mais on pourra regarder à prix de jour, on n'est pas là-dessus. Voilà. Merci madame. Oui. Allez-y, messieurs. Je vous remercie. J'ai entendu avec plaisir que vous parliez du groupe Richemont. Effectivement, il a fait une belle performance la semaine passée. Et je lui également avec intérêt le petit entrefilet que vous avez consacré dans une de vos dernières lettres concernant cette valeur suisse. Mon seul souci est de savoir, est-ce que vous n'êtes peut-être pas Mr. Crystal Ball, mais vous allez peut-être pouvoir me dire si le risque inflationniste existe en Suisse plus que sur l'euro. Je ne sais pas. S'il y a un risque inflationniste, ne serait pas si grave que ça, puisque on ne serait pas de forte amplitude, je pense pas. Et en tout cas, la position du groupe serait renforcée en Orient. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai des choses intelligentes? Merci, monsieur. A priori, vous dites des choses très intelligentes. Le spécialiste de Richemont, en fait, pour le coup, c'est Emmanuel, donc je vais lui passer la parole, vu que c'est lui qui suit les valeurs étrangères en Suisse. Alors sur Richemont, je vous avoue que je n'avais pas réfléchi au lien entre l'inflation en Suisse et le groupe Richemont. C'est une bonne question. Non, l'un des problèmes de Richemont, c'est plus l'arrimage du franc suisse à mes euros. Ça, c'est une grosse incertitude quand même. On ne sait pas trop. Ça fait un an maintenant, évidemment, qu'il est dédié à mes 1,20 francs l'euro. Pour Richemont, c'est qu'il produit essentiellement en Suisse pour vendre. Donc, en franc suisse, c'est ça, je pense, le plus gros problème. Maintenant, je vais juste venir sur
Richemont est à ceci particulier que ça va être le gros groupe de luxe qui est le plus exposé à la Chine et à l'Asie de manière générale. C'est une très bonne exposition. La pension d'échappe, c'est quelque chose d'absolument colossal. Et lui, celui qui instille le plus de prudence, c'est son patron, le principal actionnaire, Johann Rocker, qui est le africain. C'est quelqu'un qui, quand il tient un propos vraiment politique, ça arrive une fois tous les 10 ans. Si vous regardez bien ce qui s'est passé avec Richemont au mois de septembre, il sort des chiffres très bien, parfait. Et en marge de la conférence de presse, Rocker dit oui, mais la Chine c'est très bien, mais fondant sur un volcan. Alors, les chiffres sont bons, le titre monte, Rocker dit ça, le titre perd 5,5%. C'est là qu'on a acheté. C'est là qu'on a essayé d'acheter. Oui, c'est ça qu'on a acheté. Non, mais avant la baisse, malheureusement. Mais pour finir là-dessus, ce qui est assez curieux chez Richemont, c'est que cette surexposition asiatique soit considérée comme un problème. Pour le luxe, franchement, ça n'est pas un problème. C'est même un atout formidable. D'autres questions? Oui. Messieurs, j'ai vu que vous avez fait un article sur votre opinion sur un scénario sur Vivendi. Merci. Alors, ils sont multiples, les scénarios sur Vivendi. Multiples et variés. Vous pouvez suivre les péripéties du groupe quasiment tous les jours dans les journaux. On parle d'une session du pôle jeux vidéo, une session de la téléphonie, on parle de beaucoup de choses. Et en fait, on a été placé très longtemps sur Vivendi. On a beaucoup souffert avec cette valeur. Et on a eu la patience d'attendre qu'elle remonte vers 16 pour en fait en sortir. Parce qu'il y a tellement de bruit qui court justement sur l'avenir, le périmètre, etc., qui ont été évoqués et qui auraient dû normalement servir de catalyseur pour le titre. Et en fait, c'est pas passé grand-chose. En fait, on voit pas où serait l'effet de levier d'aller sur cette valeur. Alors après, vous dire, là, il faudra vraiment cochonner les petits papiers de l'État.